Vous êtes bien, vous êtes très bien sur TV Liberté, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver après cette pause estivale pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments à l'occasion de la sortie du numéro 180 de la Revue des idées pour la civilisation européenne. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir, vous le connaissez tous, François Bousquet, rédacteur en chef d'Éléments, auteur de La droite buissonnière, de tant de livres maintenant, et plus récemment, nous en parlerons à la fin de l'émission, de Courage, un petit manuel de guérilla culturelle. À ma droite, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Luzinski, qui est le directeur artistique de notre Bonjour revue. Olivier. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Patrick. Bonsoir. Patrick, excusez-moi, cher ami. J'ai le plaisir aussi de recevoir Christophe André Maxime. Vous voyez, Christophe, cette fois je ne me trompe pas. Le prénom est juste. Par votre vrai prénom, Christophe André Maxime, collaborateur régulier maintenant de notre revue. Et critique gastronomique. Et critique gastronomique. Néocritique. On le découvrira. On le découvrira tout à l'heure. Alors, chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'une affaire qui a agité le petit landerneau parisien. Il s'agit du puceau d'Orléans, comme vous l'avez appelé, François Bousquet, de Yann Moix. Alors, je me tourne vers François Bousquet. D'abord, pour les gens qui ne connaîtraient pas Yann Moix, est-ce que vous pourriez le présenter en quelques mots ? On a parlé d'un antisémite devenu philosémite, d'un ancien ami de Marc-Édouard Nab devenu ami de BHL. Enfin, cet homme paraît confus, donc essayez de nous en parler un peu. Ça fait un quart de siècle que Yann Moix traîne dans le milieu littéraire. Je peux dire que je l'ai vu naître, puisqu'il a commencé à grenouiller dans la bande de Jean Edernalier post-Idée internationale. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et il y avait toujours ce grand écart au début entre Jean Edernalier, parce que Jean Edernalier était drôle, l'entourage de Jean Edern était drôle, amusant, fantaisiste, il y avait des polémistes, dont Nab, des grands écrivains, et Bernard-Henri Lévy, La rue des Saints-Pères, Grasset, qui était le saint des saints. Et très rapidement, il a fait le choix de l'arrivisme et de l'opportunisme. C'est La rue des Saints-Pères, les éditions Grasset, et son mentor, et sinon son dieu, Bernard-Henri Lévy, qui lui a permis de faire rencontrer le tout Paris, et grâce à quoi il a pu obtenir très tôt, il y a 25 ans déjà, le prix Goncourt des lycéens, puisqu'il a rencontré des membres du jury, grâce à l'entregent de Bernard-Henri Lévy, pour un livre qui s'appelle Jubilation vers le ciel, mais qu'on peut relire comme une éjaculation vers le ciel, où déjà il plante son style. C'est un style assez durassien, en vérité, puisque il jouit comme il gémit, en poussant des petits grincements. Ça apparaît dans ce texte-là. Et c'est un imposteur. L'énorme jouissance pour nous, pour moi en l'occurrence, raison pour laquelle j'ai fait ce papier-là presque d'une traite. La chute du puceau d'Orléans. La chute du puceau d'Orléans. Il y avait la pucelle d'Orléans, désormais il y a le puceau d'Orléans, parce que c'est réellement, là pour le coup, il y avait des jubilations vers le ciel. Merci Yann. L'imposteur, la chute de l'imposteur. Il en faisait trop. Son philosémitisme était trop tapageur, c'était too much ou me too much. Ça révélait quelque chose de trouble, et le trouble est enfin tombé, puisqu'il s'était spécialisé depuis 2 à 3 ans dans un genre qui est en plein essor, la posture victimaire de l'enfant battu. Donc c'était la bénédiction et la providence des puéricultrices et de la défense pour l'enfance, mais ça aussi c'était faux, parce que tout est faux. C'est un personnage sans personnalité. Son meilleur livre, à Moix, en vérité, c'est Podium. Et c'est quoi Podium ? C'est l'histoire d'un sosie, en fait. Et lui-même est un sosie. Il n'a pas de personnalité. C'est un courant d'air, Yann Moix. Oui, il s'attache toujours, il se protège derrière l'évocation de grands écrivains, que ce soit Gide, Bataille, Céline, avant, Peggy, dont il s'est emparé, Edith Stein, Simone Veil, pourquoi pas. La plupart des écrivains juifs, il y a un désir de judaïté chez lui qui est trouble. Il y a un désir pervers, car je me souviens d'un entretien qu'il avait eu avec Éric Zemmour, où Yann Moix disait non, le peuple juif a toujours été une victime, toujours été battu, alors qu'il ne voit pas aussi la grandeur de ce peuple qui n'a pas été toujours battu. Il essentialise le judaïsme. Pour l'essence du judaïsme, c'est la souffrance. L'essence du judaïsme, c'est la culpabilité. Le judaïsme, c'est le mur des lamentations. Et il s'est inventé un double juif. Son désir de judaïté est tel qu'il est convaincu qu'il est Maran. Les Maranes, ce sont des juifs convertis de force en Espagne. Il est convaincu que son nom, Moix, M-O-I-X, vient de Moïse, M-O-I-S-E. Il n'y a pas un dîner en ville à Paris où il ne se flatte pas de parler l'hébreu, de lire le Talmud. Donc c'est beaucoup trop. C'était trop. Donc quand c'est trop, il y a
il faut qu'on s'interroge sur la nature pathologique de ce désir. Certains de ses amis et de ses protecteurs, d'ailleurs, l'ont noté. Quelqu'un comme Jean-Paul Antoven trouvait un peu louche sa manière de s'intéresser. Enfin, Antoven n'a dit ça que lorsque il a été démasqué. Jusque-là, tout le monde a publié Moix depuis 20 ans. Tout le monde publie Moix. Tout le monde s'extasie sur le génie de Moix. Or, en réalité, Moix, on n'est pas couché. Si, on est toujours couché. Il a été chroniqueur 3 ans chez Ruquier. Il a toujours été couché. Il s'est toujours attaqué à des petits gabarits. Nadine Morano, quelques rapports de banlieue. Mielleux avec les puissants, fielleux avec les faibles. Il s'est attaqué à un seul poisson qui était plus gros que lui en termes de ring médiatique. C'est Onfray. Onfray l'a démoli en direct. C'est une petite frappe. Et là, pour le coup, il a accablé sa famille et sa famille s'est enfin vengée. Son père, qui était le gros dégueu de service, a révélé le fin fond de l'histoire. Il a donné quelques torgnoles à son fils. Elles étaient bien senties, ces torgnoles, et elles étaient justifiées. Et j'en aurais fini. Surtout son frère. Son frère a révélé l'envers du décor. En fait, il y a eu un bourreau. Le bourreau de son enfance, c'était Yann Moix. Et donc, cette chute de l'imposteur, on a voulu marquer le coup dans un papier assez violent, avec la rédaction, avec Pascal Esséric, le patron de la rédaction, pour montrer en quoi c'était pour nous jubilatoire. Alors, Patrick Luzinski, que vous a inspiré cette affaire Moix ? Que pourriez-vous nous en dire ? Parce que... C'est un symptôme. Alors, c'est tombé sur lui. C'est dommage. C'est vrai que c'est pas un très mauvais écrivain. Comme disait François, Podium, moi, m'a fait beaucoup rire. C'était très bien. Mais sauf qu'il a voulu faire son retour à Reims, son Eddie Bellegueule. Sauf le problème, c'est qu'il a déjà écrit beaucoup de livres. Et là, il arrive où il veut à tout prix montrer que sa condition de petit bourgeois, qu'il a été violenté, etc. Tout ça est faux. Effectivement, ça ne marche pas. Retour à Reims, c'était un très bon bouquin, mais il y avait quelque chose d'intéressant. Même l'histoire d'Eddie Bellegueule était une histoire intéressante. Là, il arrive avec une histoire où c'est un mensonge total, et son passé le rattrape. Mais en ce moment, c'est l'habitude. On dénonce sa famille, on dénonce son employeur, etc. On l'a vu avec Buisson et son fils. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est des livres qui ne marchent pas. Ça ne marche pas quand on dénonce sa propre famille, et il y a quelque chose de malsain dans cette façon de voir les choses. Je vais ajouter quelque chose sur Moix, peut-être que vous en serez d'accord, chers amis, c'est que, et c'est d'ailleurs Mark Zeidman avec lequel on n'est pas souvent d'accord, mais qui l'a remarqué, c'est que Moix aussi est l'incarnation d'un certain type de relativisme qui courait dans les années 90, où on pouvait passer de la fréquentation de BHL et en même temps à la fréquentation de Marc-Édouard Nab, où on pouvait faire des petites provocations antisémites en fin de soirée et en même temps, le lendemain, faire des aveux de passion pour le Talmud. Je trouve que c'est intéressant aussi, de Moix comme une figure de relativiste moderne. Il a toujours été assez prudent, Moix, parce qu'il a toujours pris soin de cloisonner, disons, Soral un peu, Marc-Édouard Nab beaucoup, Jean Hederne énormément, Blanc-Rue également, et par ailleurs, et le reste, le système, c'est-à-dire Europe 1, le Figaro littéraire, dont il était le chroniqueur, et évidemment la rue des Saints-Pères. Et le Nab, il y a un Nab in et un Nab, il y a un Moix in, un Moine off, un Moix off, pardon, mais le Moix off a toujours pris soin d'être dans l'ombre et de ne pas trop s'avancer. Mais de fait, aujourd'hui, il n'a plus le droit. On exige que ce genre de personnage-là soit cohérent et cesse avec la schizophrénie qui l'habite. Christophe-André Maxime. Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi, que j'avais lu un entretien de lui, un peu anodine, un peu personnel, il y a une dizaine d'années. Alors sans s'en prendre au physique des gens, mais le physique révèle parfois des choses. Il confiait à la journaliste, je crois, qu'il avait bizarrement des soucis d'estomac, avec un petit problème médical, où c'est quelqu'un qui avait naturellement beaucoup de fiel et d'aigreur. Et je trouve que c'est un homme qui est assez agressif, même sur des plateaux institutionnels où on gagne très bien sa vie, on est reconnu. Et je crois que ça résume bien, c'est un homme qui a des reflux, en fait. Et, non mais c'est vrai, il le disait lui-même, on peut, sans blague, même si le terme est un peu grossier et inélégant, je m'excuse. Et effectivement, il a quelque chose il est dans l'aigreur, l'agressivité, et il cherche la bagarre de la cour d'école en permanence, comme certaines autres figures agressives médiatiques. Mais avec des petites victimes. Des petites victimes, mais oui, bien sûr, de la cour d'école. Il les choisit toujours délibérément parce qu'elles sont. C'est un petit écrivain de province, c'est un petit rappeur de banlieue qui flingue. Le petit bagarreur sans risque. Faible avec les forts, fort avec les faibles. J'ai découvert un petit sketch vidéo de l'émission Groland de Canal+, qui à mon avis sont un peu les derniers drôles de Canal+. Ils avaient appelé ça, vous savez, Groland, ce pays imaginaire. Ils avaient donc dégoté un auteur qui s'appelle Yann Moix,
qui n'avait pas fait Orléans, mais Mufflin, je crois la capitale imaginaire de Groenland. Et c'était très rigolo, puisqu'il mettait en scène, avec des chemises à rayures et des pulls sur le dos, une famille assez honorable. Et l'écrivain Yann Noix, révolté, qui vient de publier Mufflin, dénonce son père, qui est un bourgeois, qui l'a fait beaucoup souffrir enfant parce qu'il l'obligeait à regarder le tiercé le dimanche. Il dénonce aussi son grand-père, qui était un industriel, qui l'obligeait à manger des cannelloni ou quelque chose. Et son frère, évidemment, figure épouvantable de tortionnaire, qui, adolescent, lui piquait ses vignettes de collection de blasons d'Île-de-France et qui, pour le faire souffrir, l'obligeait à aller chercher sa redingote chez le teinturier. Et bon, c'est assez rigolo, voilà, je trouve que c'est un humour un peu potache et gentil, ce qui est assez rare maintenant. Voilà, c'était bien senti, c'était rigolo. Christophe-André Maxime, vous avez tout à l'heure cité Caléonie. Le terme est important, Caléonie. On parler aussi de Cannelloni. Cannelloni. Excusez-moi, je connais mal la cuisine italienne, mais on pouvait parler aussi de choucroute, on pouvait parler de bœuf en daube, de bœuf bourguignon, de nem, de tripou. Exactement. Pourquoi je cite ces différents plats? Puisque nous allons parler maintenant d'alimentation, et vous avez fait un article alimentation et haine de soi. Oui, absolument. Alors, quel est le rapport entre la haine de soi et l'alimentation? Non, alors c'est pas réellement. Ne peut-on pas manger une bonne choucroute en s'aimant? Oui, bien sûr, mais attention, parce qu'on peut être allergique gravement à la choucroute. Hein. Maintenant, dans le numéro d'éléments qui est actuel, oui, j'ai voulu m'intéresser à un sujet un peu original pour moi, sur l'alimentation, alimentation coupée. C'est un peu sur la haine de soi, effectivement, sur les nouveaux estomacs et la haine de soi. Alors j'en profite pour faire un petit panorama sur un petit peu sur l'histoire de la cuisine française. La cuisine française d'autrefois assez lourde, ou au contraire assez maigre au Moyen-Âge, qui devient un peu lourde au beurre. Et puis, il y a une quarantaine d'années, on a inventé un petit peu la nouvelle cuisine. Et en fait, ces termes de nouvelle cuisine ont été remplacés par des nouveaux mots, des nouvelles marottes, où il y a des allergies imaginaires, des pathologies inventées, et qui sont, je trouve, à l'heure actuelle, tout simplement l'expression, effectivement, du rejet de soi-même, du rejet de papa, du ventre, de l'estomac, du terroir et du pays, en fait. Alors, je parlais de la nouvelle cuisine, qui est un mouvement, en fait, d'allègement de la cuisine, un petit peu snobinard parfois, qu'avait initié notamment Christian Millau, qui a été un des parrains symboliques de TV Liberté. Cet écrivain qui a beaucoup parlé aussi de son expérience à Opéra, de Nimier. Il avait fait un grand livre. Oui, mais il est très lié à Gallo de Hussard, c'est ça, c'était aussi un grand. C'est le guide Go et Millau, voilà, Christian Millau qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Journaliste à Minute. Ouais, voilà, ça j'en parle pas, mais je parle d'Opéra, de Nimier, je cite, c'est un petit prétexte pour prétexte, voilà. Et c'est vrai que ces histoires de cuisine, de mode gastronomique sont assez intéressantes, parce qu'à l'époque aussi, en dehors de Christian Millau, il y avait tout un tas d'écrivains, de journalistes issus non pas de la collaboration, mais un peu maudits, qui ont été beaucoup reconvertis dans des pages officielles. Par exemple, pendant 40 ans, le critique gastronomique du Monde, qui s'appelait Courtine, qui était un écrivain intéressant et qui était non pas collabo, mais qui avait eu les mains sales, si je puis dire, pendant la guerre. Pendant 40 ans, sans aucun problème, s'occupait de la page gastronomique parce que les rédacteurs en chef estimaient que c'était un sujet anodin. Et Courtine est un personnage intéressant. Il a fait la cuisine de Balzac, il a fait aussi, comme c'était un copain de Simenon, il avait fait la cuisine de Madame Maigret, je crois, que c'était quelque chose qu'on peut encore trouver peut-être, donc une personnalité bizarre. Pour revenir au mode, moi je trouve que effectivement, ce sont des questions qui sont très importantes, parce que à l'heure actuelle, on est ravagé par l'industrie agroalimentaire. Il y a des problèmes très importants sur l'hygiénisme, des choses comme ça. Mais il y a une sorte de génération spontanée d'allergiques au gluten, au lactose. Mais c'est une allergie à quoi ? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une haine profonde de la France, puisque c'est le pain. Le gluten, c'est le pain, c'est la vie. Le lait, c'est la vie, etc. Et on a des espèces de religions de substitution où on se prend pour des peuplades bizarres, étranges, et on rejette absolument la boulangerie, la charcuterie, ces grandes traditions, ce terroir. Voilà. Le consommateur actuel a peut-être de l'estomac plus fin, plus équilibré, mais il n'a plus de ventre, bon sang. On pourrait ajouter peut-être qu'il a honte de son corps, parce que le corps, c'est déjà quelque chose de très violent, surtout un corps humain. Alors c'est peut-être l'inverse, où justement ce soin trop attentif du corps, c'est peut-être le processus inverse.
il y a un soin trop attentif, externe et interne, je ne sais pas comment le dire. Et donc, on a des espèces de folie, de marotte. C'est un corps qui ne jouit pas, c'est un corps qu'on. Ah ben c'est un corps qui ne jouit pas, non, bien sûr, puisqu'on va en être réduit techniquement à consommer des graines, des plantes et des boissons étranges. Merci, cher Christophe. André, Maxime, je représente à nos téléspectateurs le dernier numéro de la revue Éléments, numéro 180, avec d'ailleurs aussi un grand entretien. C'est un numéro très riche, il faut bien le dire. Grand entretien avec Frédéric Tattei et avec nos amis aussi de Défense Europe. Je crois qu'il y a un entretien avec le directeur de communication de Génération Identitaire. Oui, qui après le procès revient un petit peu sur la... Et de Defend Europe Autriche, de Sellner, qui a 30 ans, qui est à la fois un militant d'exception et un philosophe brillantissime. C'est une mécanique intellectuelle identitaire autrichien, et les Français aussi. Hein, tout cela, chers téléspectateurs, est à retrouver dans le dernier numéro de l'Élément, qui est aujourd'hui même en kiosque. Cher François Bousquet, vous êtes maintenant la star de cette émission pour la dernière partie, puisque vous venez de faire paraître aux nouvelles éditions, aux éditions de la Nouvelle Librairie, c'est cela? Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Un livre au titre assez clair, mais peut-être faudra le détailler. Courage, mais courage avec un point d'exclamation. Manuel de guérilla culturelle. Alors j'ai préparé quelques questions, vous voyez, je suis quelqu'un de sérieux. Question d'abord sur la Nouvelle Librairie, parce que les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent comme le rédacteur en chef d'Éléments, mais je crois qu'on le sait aussi, vous êtes le directeur de la Nouvelle Librairie. Est-ce que, alors la question que je me pose, est-ce que consacrer un livre à la guérilla culturelle et surtout intituler ce livre Courage est inspiré par votre expérience de directeur de cette Nouvelle Librairie qui a été la victime d'attaques d'antifa ou de flics? Par-delà la question personnelle, oui, de fait, ou consciemment, ou plus encore inconsciemment, très certainement. Mais l'expérience de la librairie est très précieuse parce que c'est un laboratoire... ça nous permet de faire un sondage, hein, le panel, hein, on rencontre enfin nos lecteurs. Hein, et des sujets qui est le plus sensible, hein, chez en particulier la jeune génération, c'est la question du courage. Hein. Très certainement une des meilleures ventes au bout d'un an de la librairie. Les auteurs qui se vendent, c'est Dominique Vénère principalement. Hein. Je parle du top 5, Alain de Benoît, Dominique Vénère, Jean Raspail, etc. Mais le livre qui se vend le plus, hein, c'est Le déclin du courage de Solzhenitsyn, hein, qui a été réédité il y a quelques années par Les Belles Lettres, hein, qui avait paru il y a une quarantaine d'années de cela, aux éditions Fayard, hein, qui est un discours que Solzhenitsyn avait prononcé en 1978 devant les étudiants d'Harvard. Hein, et j'y reviendrai. Et c'est vraiment, je crois que s'il y a un mot qui résume cette expérience de la librairie, c'est courage. Hein. Une demande de courage. Hein, c'est un projet collectif et communautaire, c'est un projet amical. J'apparais, mais derrière moi, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas apparaître hein, pour des questions d'enjeux politiques principalement, pas professionnels. Hein. Et ce mot courage... hante, hein, scande, rythme les 365 jours, les 365 jours de la Nouvelle Librairie. Et par-delà ça, c'est qu'il me semble que c'est le nœud pour nous, la question du courage. Hein. Sans courage, nous sommes morts. Hein. Et je trouve que nous sommes morts. J'ai 50 ans, désormais vous êtes encore un peu jeune. Hein. Mais la liberté qui était la nôtre il y a une trentaine d'années est inconcevable en fait. On se la joue un peu en disant que nous avons gagné la guerre culturelle. On ne l'a pas perdue, certes, et depuis 10 ans, on replace un certain nombre de pions, mais faute de courage, nous avons reculé à un point qui est inconcevable. Moi, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, hein, j'avais pour professeur Jacques Robichez, hein, qui était le président du conseil scientifique du Front National. J'allais au cours de philosophie de Claude Paulin et Claude Rousseau, qui étaient encartés au Front National. Hein. Ils n'étaient pas chassés de la Sorbonne. Il n'y avait pas de manifestation. Il y aurait des manifestations d'antifa qui venaient perturber leur cours. Hein. Alain de Benoît signait des éditos formidables, des papiers formidables dans le Figaro Magazine. Il recevait le Grand Prix de l'Académie française. Hein. En 40 ans, il y a eu un recul considérable. Pourquoi ? Parce que nous avons cédé du terrain sur la question du courage. Donc, vous parliez de Solzhenitsyn, je cite le titre de son livre, Le déclin du courage. Il y a bien un déclin du courage. Il y a un déclin du courage. C'est ce qui frappe Solzhenitsyn quand il arrive en Occident. Il arrive en 1974 en Occident. Et ce qui le frappe, hein, c'est qu'il retrouve une maladie létale, hein, en Occident, comme il l'a retrouvé à l'Est. Hein. Et donc en 1978, devant la promotion, la remise des diplômes des étudiants d'Harvard, donc la crème de la crème, hein, l'élite américaine, qui s'attend à avoir un éloge du monde libre, hein, ce qu'on appelait ça le monde libre. Et Solzhenitsyn leur dit non. Vous êtes affecté d'un mal aussi mortel que le nôtre, d'une autre nature. Hein. Vous êtes dévoré par un formalisme juridique. Hein. Vous êtes des créatures vides spirituellement. Et surtout, le courage vous manque. Hein. Et dans une annexion fulgurante de Spengler, hein, il relie Spengler à la question du courage. Hein. Et en gros, le déclin du courage, dit-il, c'est le début du déclin.
Voilà ce qui vous menace, voilà ce qui nous menace. Donc c'est un appel, c'est une exhortation au courage. Et le livre, toute prétention mise à part, est un appel à redevenir courageux. Le courage est la vertu des commencements. Ça fait partie des vertus cardinales, le courage, mais c'est la vertu des vertus. Toutes les autres vertus sont des vertus de procrastination, des vertus qui ont été dévoyées. La charité a été dévoyée. Alors vraiment, la vertu des commencements, et pour nous des recommencements, c'est la question du courage. C'est pour ça que j'insiste autant sur ce mot, raison pour laquelle à plusieurs on a choisi de l'appeler courage avec un point d'exclamation. Sans courage, notre épitaphe est connue d'avance, mort de trouille, quelque part entre 1950 et 2050. Alors, dans ce livre, vous dites s'affirmer, c'est s'afficher. Il faut vous appeler à vous affirmer et à ne plus se cacher, à sortir du bois. J'aime bien cette expression. Il y a des gens qui plaident pour le recours aux forêts, mais il faut aussi sortir des forêts, parfois, en quelque sorte. Pourquoi insistez-vous autant sur ce... Parce que c'est vrai que dans nos milieux, à droite, parfois, il y a beaucoup de gens, à juste titre d'ailleurs, ou légitimement, on peut le penser, qui se sont abrités derrière des pseudomymes. Et vous dites aujourd'hui, c'est terminé, il faut sortir du bois. Disons que depuis 30 ans, on recourt à la pseudonymie, à la prudence, hein. Eh bien, on cède le terrain à l'adversaire. Alors, en race campagne, nous avons renoncé à nous battre, hein, privilégiant des stratégies d'entrisme. La stratégie d'entrisme, c'est Trotsky. Il y avait plusieurs stratégies d'entrisme. Il y avait l'entrisme masqué ou de l'entrisme disait Trotsky, à drapeau déployé. Mais cette stratégie ne fonctionne pas. Les gens qui rentrent dans le système ne ressortent pas. En général, les trotskistes, quand ils rentrent au PS, en fait, ils sont déjà sociodémocrates. Hein. Ils se sont déjà alignés. Or, nous avons privilégié depuis 30 ans des stratégies d'entrisme qui ont échoué. C'est la formule d'Alain de Benoît, que de Benoît répète depuis 40 ans, puisqu'elle peut s'appuyer sur une expérience. Hein. C'est qu'au départ, on a la stratégie de ses idées, mais très rapidement, on a les idées de sa stratégie. Donc, ça ne fonctionne pas. Sa stratégie échoue à tous les coups. Et à la différence de l'entrisme, je fais un éloge du coming out, hein. Sinon même de l'outing. Hein. Pourquoi le coming out? Si on regarde ce que les homosexuels, la manière dont les homosexuels, en 50 ans, ont gagné le combat culturel, hein. Ils l'ont gagné comment? En s'affichant, en s'assumant comme homosexuels. Et pas sans risque. Hein. Ils se sont aliénés de leur famille, fâchés avec leur père, fâchés avec leur mère, avec leurs frères, leurs sœurs. Ils ont pris tous les risques. Hein. Donc cette stratégie a fonctionné. Mais ils n'ont pas seulement fait du coming out, hein, c'est-à-dire sortir du toilette, hein, du placard. Hein. Ils ont fait de l'outing aussi. C'est-à-dire que les gens qui ne s'affichaient pas comme homosexuels, hein, ils les dénonçaient. Et en relisant Solzhenitsyn, qui est le fil conducteur de ce livre, hein, Solzhenitsyn a fait 2 éloges qui me semblent indispensables pour nous. Un qui est très connu, ne pas vivre dans le mensonge. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Hein. Le système ne tient que par ma collaboration. C'est moi qui collabore avec le système. Il suffit de dire non au système pour cesser toute collaboration. Et il n'y a plus ce jeu de connivence entre le système et nous. Mais ça ne suffit pas, dit Solzhenitsyn. Solzhenitsyn dit que l'URSS s'est effondrée en 1970, c'est-à-dire 20 ans avant la chute du mur de Berlin, quand dans les camps, les zèques, les prisonniers politiques, ont décidé tous les matins, dans toute la Kolyma. La Kolyma, c'est un archipel éclaté, qui n'est pas relié, c'est en Sibérie du Nord, c'est près du cercle polaire, quand les prisonniers politiques ont décidé, à 6 heures du matin, quand les baraquements étaient dérouillés, d'égorger, c'est ce que dit Solzhenitsyn, d'égorger les traîtres, les collaborateurs, les agents du système. Les gens qui faisaient vivre en réalité le goulag, hein, cette immense machine concentrationnaire et totalitaire. Hein. Et ce qui frappe Solzhenitsyn, quand il écrit l'archipel du goulag, c'est un recueil de témoignages, l'archipel, hein, 250 témoignages. Hein. Et il dit, je n'ai percé qu'une meurtrière hein, sur ce... Pourtant, ça fait 1500 pages. Hein. Je n'ai percé qu'une meurtrière sur ça, mais le monde soviétique s'est effondré quand nous avons, d'un commun accord, et quasi rituellement, décidé de tuer, d'égorger, dans la nuit, tous les mouchards. Ce qui fait que les agents qui graissent le système, hein, la vaseline du système, qui est le mouchard, qui est le collaborateur, le système perdait ce tampon entre la société civile et la société concentrationnaire. Hein. Donc quand je parlais d'outing, hein, c'est que je crois, je ne le fais pas dans le livre, mais j'espère le faire dans les années qui viennent, hein, nous connaissons beaucoup de gens au cœur du système hein, qui nous empêchent d'accéder au pouvoir. Parce qu'ils nous présentent comme étant le diable, hein, comme étant fascistes, hein, comme étant racistes. Hein. Nous savons tous que ces gens-là ont des cadavres dans le placard. Hein. Yann Moix en est la figure presque archétypique. Hein. Yann Moix traque Renaud Camus en disant partout « Renaud Camus est antisémite hein. ». Camus a gagné son procès contre Moix. Non, l'antisémite, en l'occurrence, il se trouve que c'était Yann Moix. Donc Solzhenitsyn nous apprend que si nous voulons pouvoir avoir un accès direct au pouvoir, hein, il faut que, d'un, nous nous affichions, donc nous assumions nos idées,
que nous avancions avec un étendard claquant au vent. C'est la fonction de la nouvelle librairie, s'installer dans le quartier latin, être visible, puisque la guerre culturelle est une guerre des symboles. D'abord une guerre des symboles, d'abord une guerre des images, et d'un. Et de deux, dénoncer les traîtres. Dans l'enfer de Dante, le péché le plus mortel, le péché qui est impardonnable, c'est la trahison. Judas est dans le dernier cercle de l'enfer, c'est un entonnoir l'enfer de Dante. Le dernier cercle, le 9e, c'est le cercle des traîtres. Où il y a Judas, Galion... Précisez un peu les traîtres, les mouchards, les gens qui dénoncent, qui nous dénoncent, même parfois de manière d'ailleurs secrète ou souterraine. Vous pouvez préciser sur les traîtres? En gros, c'est les gens qui rentrent dans le système. Je crois qu'il ne faut plus qu'on collabore avec le système. Le système ne tient que par cette collaboration active de leur part ou passive de la nôtre. Passive en ne s'affichant pas. Oui, ce sont des gens qui passent leur temps, par leur zèle, par leur excès de zèle, à nous priver d'accès à la parole publique. En nous présentant comme le diable, en nous présentant comme... et qui font de nous des fantômes sociaux, et donc des fantômes politiques. Donc je crois qu'on doit... C'était la phrase d'un conventionnel à Robespierre. Je crois que nous devrons, dans les années qui viennent, donner des noms pour éviter les palinodies telles qu'on vient d'en vivre une avec Yann Moix. Il y a beaucoup de gens au cœur du système qui collaborent activement avec le système et qui nous privent de la possibilité de le renverser. Écoutez, cher François Bousquet, merci encore pour cette leçon d'intransigeance. J'encourage les téléspectateurs à lire votre livre, Courage, manuel de guérilla culturelle. Je crois qu'il y aura une présentation des dernières publications. D'ailleurs, j'oubliais de dire qu'il y a 2 livres qui paraissent aux éditions de la Nouvelle Librairie, une réédition avec une préface de notre ami Guillaume Traverse de la Révolution nationale de Georges Valois, qui est aussi un modèle d'ailleurs de dissident en quelque sorte et de non-conformiste. Chers téléspectateurs, merci. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Non, merci à vous. Merci Christophe André Maxime, merci Patrick Louis-Inqui, merci encore une fois François Bousquet. Nous nous retrouvons à l'occasion, d'ici 2 mois, à l'occasion de la sortie du numéro 180 de la revue des idées pour la civilisation européenne. D'ici là, restez bien sur TV Liberté. À bientôt, chers téléspectateurs. Au revoir.